Aujourd'hui, nous examinons une affaire du milieu du XXe siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons au Canada. Christina Macon, née le 7 août 1925 à Toronto, au Canada, de Casimir et Marie Macon. Les Macon étaient une famille ouvrière d'origine polonaise qui vivait dans le quartier Mimico de Toronto, un quartier qui, au début du XXe siècle, accueillait de nombreuses familles immigrées. Comme beaucoup de foyers polonais, les Macon ont apporté avec eux des traditions de foi, de famille et de liens communautaires étroits qui leur ont apporté un sentiment de stabilité dans leur nouveau pays. Christina a grandi pendant la Grande Dépression, lorsque les familles de la ville faisaient face à une grande incertitude économique. À Mimico, les voisins comptaient souvent les uns sur les autres pour s'entraider, et la vie quotidienne était marquée par une gestion prudente du budget et un mode de vie modeste. Après l'école, Christina a travaillé à la Banque de Toronto, où elle a montré ses compétences et son efficacité. Pas quelqu'un qui cherchait à se démarquer, mais plutôt une jeune femme qui semblait typique de l'époque, consciencieuse, centrée sur la famille et travailleuse. Ses parents, comme beaucoup de familles immigrées, valorisaient stabilité et respectabilité aux yeux de la communauté. Ils espéraient que Christina suivrait une voie qui promettait sécurité et dignité, le mariage représentant l'étape naturelle vers un avenir stable et traditionnel. Dans les années 1940, Christina a rencontré John Ray Ketterwell, dit Jack, un jeune homme à peine plus âgé qu'elle. Peu après, Jack y a été mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale, servant comme sergent dans le corps dentaire. À son retour, il a trouvé du travail dans le secteur de l'assurance et s'est réinstallé à Toronto. Il avait son propre cercle d'amis, parmi lesquels un homme nommé Ronald Barry, connu pour être un personnage très animé. Ronald était né Ronaldo Schifo et avait émigré d'Italie avec sa famille dans les années 1920, puis avait adopté le nom de Ronald Barry. Je trouvais que cela correspondait mieux à la vie au Canada. Il était extraverti et élégant, ancien danseur professionnel de salon qui avait quitté la scène pour lancer sa propre entreprise de construction. Malgré son assurance, l'entreprise n'a jamais prospéré, le laissant accablé par d'importantes difficultés financières. Ronald était plus qu'une simple connaissance. Il était un proche compagnon de Jack. Ils voyageaient et sortaient fréquemment ensemble. En 1947, ils vivaient dans la même pension et partageaient une chambre. Les parents de Christina se méfièrent de sa relation avec Jack. Non seulement parce qu'il n'était pas catholique romain, mais aussi à cause de sa forte amitié avec Ronald Barry, dont la présence leur semblait intrusive et l'influence peu fiable. Ils s'inquiétaient aussi du tempérament de Jack et de ses perspectives de carrière incertaines, et la tension dans leur foyer ne fit que s'accentuer à mesure que la cour se poursuivait. Malgré leurs réserves, Christina continua de voir Jack, et le 12 mai 1947, le couple se maria à Toronto. Après le mariage, ils passèrent quelques jours dans un appartement sur l'avenue Tyndall. Puis, le 17 mai, accompagnés de Ronald, Jack et Christina partirent en lune de miel dans un chalet isolé à Seven Falls, en Ontario. Un refuge isolé à environ 190 km de Toronto et à 40 km au nord d'Arilia, la propriété appartenant à Ronald n'était accessible que par bateau. Cette situation était quelque peu gênante, et bien que Christina se soit montrée extérieurement comme une jeune mariée joyeuse, elle était frustrée que son mari ait amené son ami lors de ce qui devait être leur lune de miel. L'isolement du chalet, ajouté à la présence de Ronald, apportait un malaise à ce qui aurait dû être une escapade idyllique. La situation prit une tournure très grave le 20 mai 1947, lorsque de la fumée fut aperçue s'élevant du chalet. Lorsque Ronald revint sur les lieux, il trouva Jack allongé sur le sol avec une blessure à la tête, tandis que Christina était introuvable. Presque immédiatement, l'incendie s'intensifia et les flammes dévorèrent rapidement la structure en bois. En quelques minutes, le chalet fut réduit à une ossature calcinée et à des cendres éparpillées, ne laissant que les vestiges de ce qui avait autrefois été un refuge isolé. Ronald et Jack ont réussi à échapper à l'incendie, et plus tard, le corps de Christina a été découvert à une courte distance, dans 23 cm d'eau. Elle était habillée, allongée face contre terre, sans brûlure ni trace de fumée. Une autopsie a aussitôt été réalisée pour établir la cause de sa mort. L'examen a établi qu'elle s'était noyée malgré la faible profondeur de l'eau dans laquelle elle a été retrouvée. Les enquêteurs ont aussi trouvé de la codéine dans son organisme. Ce détail a suscité des questions sur les circonstances de sa mort
et sur l'éventuelle implication de facteurs extérieurs dans la tragédie. Ronald Barry est vite devenu une personne d'intérêt dans l'enquête et a été l'un des premiers interrogés par la police. Lorsqu'on lui a demandé si le chalet était assuré ou non, il a répondu « Nous avons tout perdu ». Quand quelque chose comme ça arrive, l'assurance est la dernière chose à laquelle on pense. Elle ne peut pas remplacer ce qui a été perdu. C'est comme perdre une vie. Nous avions prévu de passer tout l'été ici, loin de tout le monde. Les fleurs étaient magnifiques et nous avions prévu d'en planter beaucoup d'autres. Mais je suppose que je ne devrais pas en dire plus, j'en ai déjà trop dit. Il a ensuite été placé en garde à vue, où il a été interrogé pendant 6 heures et a rédigé une déclaration complète de 3000 mots. Après son passage au commissariat, Ronald a été relâché en attendant la suite de l'enquête. Il a parlé aux journalistes en affirmant qu'il s'agissait d'un tragique accident, bien qu'il ne souhaitait pas en révéler trop. Il a précisé qu'il n'avait initialement pas prévu d'accompagner le couple en lune de miel, mais de les rejoindre plus tard. Mais comme ils avaient tellement de bagages, Monsieur Thomas, qui était leur propriétaire à lui et à Jack, lui a dit de prendre sa voiture et de les conduire au cottage. Le lundi 26 mai, les funérailles de Christina ont eu lieu à l'église Saint-Léo, la même église où elle s'était mariée seulement 2 semaines plus tôt. Les jours suivants, la police a poursuivi la collecte d'informations sur la tragédie, prenant des dépositions et examinant chaque élément pouvant éclaircir la cause du décès de Christina. Les journaux relatèrent les faits au fil de leur apparition, agrémentés de spéculations. Le public suivait chaque développement avec intérêt. Les bulletins et gros titres gardèrent la tragédie en lumière, tandis que café et lieux de travail mêlaient sympathie, curiosité et suspicion dans leurs discussions. L'affaire restait un sujet de conversation fréquent, chaque nouvelle information attirant une grande attention, non seulement dans la province de l'Ontario, mais aussi dans tout le Canada. La nation suivait de près les procédures, fascinée par l'image de la mariée de 8 jours, jeune femme dont la vie s'est achevée presque avant son mariage. Le 19 juin, une enquête officielle a été ouverte dans la ville de Bracebridge. Monsieur C.P. Hope était le procureur de la couronne chargé de l'enquête. Il a immédiatement souligné le rôle suspect de Ronald Barry dans ce qui s'était passé le 20 mai et il l'a décrit comme un menteur des plus flagrants, dont la silhouette sinistre imprègne toute cette tragédie. Cependant, ses intentions demeurent mystérieuses. L'enquête a révélé des transactions financières douteuses qui ont presque ruiné Ronald. 2 polices d'assurance vie distinctes, chacune d'un montant de 5000 $, avaient été souscrites pour Jack et Christina avant leur mariage, et pour chacune d'elles. Le bénéficiaire était Ronald. Les polices comprenaient des clauses de double indemnité, ce qui signifiait qu'ils recevraient le double du montant si l'un d'eux venait à mourir accidentellement. Avant de se rendre à Seven Falls, il avait également renouvelé sa police d'assurance expirée sur le cottage. Des questions se posaient aussi sur Jack Kettlewell, le mari de Christina. Pourquoi avait-il confié tous ses biens à Ronald et demandé à son ami de les accompagner pendant leur lune de miel? Il a été noté que Jack avait emprunté une bague pour demander Christina en mariage, mais elle n'a pas été retrouvée. Jack, stressé, a affirmé à la barre que Christina aurait tenté de les empoisonner tous deux en ajoutant quelque chose à leur nourriture. Il a expliqué qu'il était tombé très malade, mais Ronald lui a donné un médicament pour provoquer des vomissements, ce qui l'a aidé à se rétablir. Les réponses de Jack lors de l'enquête n'ont pas convaincu Monsieur Hope, qui lui a rappelé que, dans une déclaration qu'il avait faite à la police peu de temps après l'incendie, il a dit aux agents qu'il avait effectivement eu une relation avec Ronald Barry, bien qu'il affirme maintenant que ce n'était pas le cas et qu'il avait été contraint de faire cette déclaration. Un aspect particulièrement troublant de l'affaire était une série de lettres que Christina avait écrites à Ronald dans lesquelles elle révélait sa détresse et son trouble émotionnel. Ces lettres ont été lues lors de l'enquête et faisaient état de son désir de mettre fin à ses jours de sa propre main. Il était évident que Christina avait exprimé du désespoir et un sentiment alarmant d'absence d'espoir. Dans une lettre écrite peu avant son mariage, elle disait ne pas supporter que Jack soit avec une autre femme. Une autre évoquait son intention d'empoisonner Jack et elle-même. La dernière lettre, écrite la veille de sa mort, était adressée à Madame Thomas, la propriétaire de la pension de Mimico, où Christina avait brièvement séjourné avec Jack. Christina avait demandé à Ronald de poster la lettre. « Ronnie est dehors dans le bateau. Le temps qu'il revienne, tout sera terminé. »
Il devait avoir peur qu'il se passe quelque chose parce qu'il reste un jour de plus pour s'assurer que nous retournons à Toronto avec lui. Qu'il s'agisse de cris à l'aide ou de préparatifs à l'autodestruction, ces lettres, jamais clairement interprétées, dressaient le portrait d'une jeune femme tourmentée. Stéphane Lett, ex-officier de la Gendarmerie royale du Canada et expert en écriture manuscrite, a affirmé avec certitude que ces lettres étaient de la jeune mariée de 22 ans. Madame Edith Thomas, la propriétaire de la pension où vivaient Ronald et Jacques, a également témoigné. Elle a dit à l'enquête que, le soir du mariage, les sœurs de Christina étaient venues à la maison pour essayer de la dissuader de se marier. Et on dit que Christina leur avait affirmé qu'elle voulait épouser Jacques, et que Ronald avait dit à Christina qu'elle devait choisir, et que si elle ne voulait pas épouser Jacques, elle devait partir avec ses sœurs. Madame Thomas a précisé que Ronald Barry lui devait de l'argent et n'avait rien remboursé. Son mari, Monsieur Richard Thomas, a également témoigné. Il a décrit Christina comme une mariée heureuse et s'est rappelé qu'elle avait dit ne pas vouloir que Ronald Barry accompagne son mari et elle lors de leur lune de miel. Il a aussi affirmé que Christina lui avait dit que Ronald lui avait emprunté 200 $ et qu'elle avait tenté d'en récupérer une partie avant le mariage, sans succès. Le nom de Ronald Barry semblait dominer l'enquête, et les journaux s'interrogeaient sur son rôle dans cette terrible tragédie. Il possédait le cottage de lune de miel, il avait reçu les lettres de Christina et il était le bénéficiaire des polices d'assurance qui couvraient la mort de Christina et les biens détruits. Cependant, lorsqu'il a pris la parole à la barre, il a répété la déclaration quelque peu étrange qu'il avait déjà faite à la police. Il a insisté sur le fait qu'il avait prêté 12 500 $ à Christina avant son mariage. Il a expliqué avoir agi ainsi car Christina avait été agressée par plusieurs hommes dans une salle de danse à Toronto, qui la faisait désormais chanter. Selon lui, Christina lui a remboursé 13 000 $, ce qui comprenait 500 $ d'intérêt. Mais quand M. Hope a demandé à Ronald ses revenus, cela ne tenait pas vraiment la route. En 1945, son revenu net avait été de 1 500 $. En 1946, il a construit 2 maisons et a gagné environ 1 000 $ pour chacune. Et en 1947, il n'a eu aucun revenu du tout. Il a reconnu avoir emprunté 3 000 $ en 1946 à la Banque de Montréal et déclaré avoir remis 2 000 $ à Christina. Et plus tard, lorsqu'elle a demandé encore 3 000 $, il les a aussi empruntés et les lui a remis. Il a aussi dit avoir emprunté de l'argent à des proches et amis pour l'aider. Il a déclaré à l'enquête qu'il n'avait aucune idée d'où Christina, employée de banque avec un salaire modeste, avait obtenu ces grosses sommes d'argent pour le rembourser. Stéphane Lett, l'expert en écriture, a confirmé que Christina avait signé le reçu de 12 000 $, mais a précisé qu'elle avait signé ce document avant que les détails n'y soient inscrits. Ces détails, a-t-il dit, étaient écrits de la main de Ronald Barry. Ronald a nié toutes les accusations portées contre lui. Il avait également déclaré que sa relation avec Jack n'était rien de plus qu'une simple amitié, et qu'il n'avait pas arrangé le mariage de Jack et Christina. Il a aidé à organiser certains aspects de la lune de miel. Sous un interrogatoire poussé, il a admis qu'il avait été très proche de Jack autrefois, mais que c'était il y a plusieurs années. Il a déclaré à l'enquête qu'après le mariage, il avait essayé de ne pas gêner le couple. Mais un matin, lorsqu'il est entré dans le cottage, il a vu Jack allongé inconscient près de la fenêtre. Christina était là et lui a demandé un stylo pour écrire quelque chose. Il a poursuivi en disant que ce soir-là, il est retourné au cottage et a trouvé Jack qui saignait d'une blessure à la tête. Christina, cependant, restait introuvable. Il a raconté comment il l'a cherchée dans les bois, puis il a remarqué que le cottage avait soudainement pris feu, alors il est revenu et a traîné Jack loin du bâtiment en flammes. Monsieur Hope ne croyait pas vraiment à la déclaration de Ronald. Il avait soigneusement examiné les transactions bancaires de Christina et n'avait rien trouvé d'irrégulier. Il a rappelé à l'enquête que Christina travaillait comme teneuse de livres et que rien ne pouvait expliquer les affaires d'argent sérieuses dont Ronald Barry parlait autour de sa mort. Les journaux, fascinés par l'affaire, lui consacraient d'innombrables colonnes et une place en une. Du mariage, des finances mystérieuses et des événements tragiques qui se sont produits le 20 mai, ils ont écrit que Jacques avait souffert de brûlures lors de l'incendie, mais était mal à l'aise lors des questions. Ces déclarations, affirmait Shield, étaient incohérentes, surtout lors du contre-interrogatoire. Ils se sont demandé si sa relation avec Ronald Barry dépassait une simple amitié, ce qui, dans les années 1940, était considéré comme scandaleux.
Les spéculations n'ont fait qu'attiser la curiosité du public et jeter encore plus de doutes sur le rôle de Jack dans la tragédie. L'incendie n'a fait qu'accroître l'incertitude. Le cottage, qui était censé être un refuge pour le nouveau couple, avait été détruit si complètement qu'il effaça ce qui aurait pu être des preuves cruciales. Les enquêteurs n'ont pas pu dire si l'incendie était volontaire ou accidentel. Ce qui était certain, c'est que le moment de l'incendie avait semé le chaos, obscurcissant la chronologie des événements et retardant les recherches pour Christina. Les témoignages médicaux n'ont apporté que peu de clarté. L'autopsie avait révélé des traces de codéine, mais pas en quantité suffisante pour expliquer la mort. Aucun signe de violence physique n'a été relevé. Ni coup, ni strangulation. Rien n'indiquait une agression. La noyade était la cause, mais la façon dont Christina est tombée à l'eau restait inexpliquée. L'absence de preuves physiques concluantes signifiait que l'affaire ne reposait que sur des preuves circonstancielles. Sur l'interprétation des lettres concernant sa relation et des circonstances ambiguës entourant l'incendie. Au fur et à mesure que l'enquête avançait et que d'autres témoins étaient appelés à la barre, le jury avait la lourde responsabilité de déterminer si Christina était morte de sa propre main ou si elle avait été assassinée. Chaque théorie était soutenue par des témoignages, mais laissait des zones d'ombre inquiétantes. La thèse du suicide semblait plausible d'après ses lettres, mais son mariage suivi de sa mort 8 jours plus tard compliquait cette hypothèse. Le meurtre ne pouvait pas être écarté, surtout avec les soupçons qui entouraient Ronald et Jack. Mais il n'y avait aucune preuve. Un accident restait toutefois possible. La suite d'événements menant à sa noyade échappait à toute explication simple. Le docteur Tennant a décrit son impression de Ronald Barry, le qualifiant de menteur pathologique. Il a expliqué que ces personnes mentaient si souvent et de façon si convaincante qu'elles finissaient par croire elles-mêmes à leurs mensonges. Ronald Barry, a-t-il dit, était du genre à prendre plaisir à tromper les autres. L'inspecteur Wright de la police provinciale a témoigné que les comptes que Christina tenait à la banque étaient en parfait ordre. Le commissaire aux incendies de l'Ontario a aussi indiqué que l'examen du chalet de lune de miel n'a montré aucun signe d'incendie accidentel. Impossible de savoir exactement comment il avait commencé. Dans son discours au jury, M. Hope a décrit Christina comme une jeune femme belle et heureuse qui avait été trompée. Il a dit que son mari, Jack Kettlewell, avait un caractère faible et était dominé par Ronald Barry, qu'il a qualifié de personnage sinistre, empêtré dans la tromperie, l'amour et la sexualité. M. Hope a souligné le résultat de l'autopsie selon lequel Christina avait de la codéine dans son organisme, notant que la quantité découverte pouvait faire partie d'une dose plus importante. En abordant les événements du 20 mai, M. Hope a déclaré que les témoignages suggéraient que Christina aurait pu préparer un repas empoisonné et que plus tard dans l'après-midi, Ronald Barry a été trouvé en possession de sa dernière lettre. Il a ajouté que, bien que Ronald ait nié l'avoir jamais lu, il n'a pas été possible de prouver s'il l'avait fait ou non. M. Hope s'est aussi demandé comment le corps de Christina avait été trouvé dans l'eau peu profonde. Elle était pieds nus, mais aucune trace sur ses pieds ne montrait qu'elle était venue elle-même. Il a demandé si elle avait été portée, et si oui, par qui. En disant cela, il sous-entendait que Ronald Barry était le seul capable de le faire. M. Hope a également rejeté comme ridicule l'histoire selon laquelle Ronald aurait prêté 12 000 $ à Christina pour payer de prétendus maîtres chanteurs après qu'elle ait été agressée dans la salle de danse de Toronto. Cependant, malgré les preuves présentées, le jury a rendu un verdict ouvert, car il ne pouvait pas dire avec certitude comment Christina était morte, seulement qu'elle s'était noyée, dans des circonstances qui sont restées non élucidées. La loi a laissé la question en suspens, tout comme l'imagination du public. L'enquête terminée, les spéculations sur le sort de Christina n'ont cessé d'augmenter les années suivantes. Une théorie avançait que Christina s'était donné la mort. Les lettres qu'elle a écrites et sa fragilité émotionnelle apparente soutenaient cette hypothèse. Si elle avait pris de la codéine, puis était allée à la rivière désespérée, la noyade aurait pu être volontaire. Mais la présence de Ronald Barry compliquait cette interprétation. Son nom sur les polices d'assurance, la réception des lettres de Christina et sa proximité avec les événements semblaient tous suspects. Certains ont suggéré que Ronald avait manipulé les événements à son profit, bien qu'aucune preuve ne le reliait directement à la mort de Christina. Jack aussi est resté suspecté dans certains milieux. Était-il complice avec Ronald? Était-il négligent ou victime des circonstances? Sa blessure liée à l'incendie a assombri son témoignage et sa relation avec Ronald était source de conflit. Une question persistait.
Pourquoi le corps de Christina n'a-t-il pas été trouvé plus tôt? Des témoins ont déclaré que la berge avait été fouillée plus tôt sans succès, suggérant que le corps y a peut-être été placé ensuite. L'enquête close, aucune accusation n'a été portée et la mort de Christina reste non résolue. Pour sa famille, le résultat fut un vide douloureux. Leur fille était vivante et pleine de promesses quelques jours auparavant. Maintenant, elle n'était plus là. Son histoire se résumait à des questions sans réponse et à des gros titres scandaleux. Au fil des décennies, l'affaire a été réexaminée par des journalistes, écrivains et passionnés de faits divers. On s'en souvient comme de l'histoire de la mariée de 8 jours, un rappel troublant de la rapidité avec laquelle une vie peut s'achever et de la difficulté à saisir la vérité. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.